Allez, on a réglé nos petits problèmes techniques. Il en faut tous les jours, mais c'est pas facile de faire un direct que vous pouvez suivre également sur Facebook Live, sur le Facebook Live de CNO Radio, et que vous pouvez suivre également sur YouTube, le YouTube de CNO Radio. Depuis le centre d'armes, ici, à Valenciennes, nous avons le plaisir d'accueillir un premier invité, mais juste avant, alors on va revenir sur ce programme du jour. Adrien Bonnereau, vous étiez en train de nous le donner, ça n'a pas tout à fait fonctionné. On vous écoute. Exactement, donc comme je le disais, je suis revenu à mon habitude avec mon petit récap des séances et événements à venir ce soir et demain au festival. Donc en parlant d'événements, l'un des plus importants arrive, puisqu'à 19h30 aura lieu la soirée de gala en hommage à nul autre que Pierre Arditi, invité d'honneur du festival. Pierre Arditi, c'est plus de 70 longs métrages, le dernier en date, Les choses humaines, réalisé cette année par Yvan Attal. L'on peut citer Smoking No Smoking, qui a valu à l'acteur de 76 ans, le César du meilleur acteur 1994, mais aussi Mélo, qui lui a aussi permis d'obtenir sa première statuette de bronze en 87, celle du meilleur second rôle masculin. 1987, une grande année pour Pierre Arditi. L'homme de théâtre qu'il est remporte cette année-là le Molière du comédien dans un second rôle pour son interprétation de héros dans La répétition ou L'amour puni. S'il compte tout autant de pièces que de films à son actif, Pierre Arditi est aussi une figure du petit écran, et on a notamment pu le voir dans la fiction télé Le Parfait Amour, qui lui a valu le 7 d'or du meilleur comédien en 1987 encore, une année marquée de récompenses donc pour l'acteur français, tout aussi populaire qu'éclectique, mise à l'honneur ce soir à 19h30. Cette soirée de gala sera suivie de la diffusion du film Rose, fiction en compétition réalisé par Aurélie Saada, avec Françoise Fabian, Grégory Montel, Damien Chapelle, Pascal Elbé et nul autre Cor Attica, qui sera présente tout comme la réalisatrice du film. On arrive à demain, journée chargée sur le festival, puisqu'elle ne commencera pas avec une, mais deux masterclass. La première pour parler cinéma d'un point de vue technique, avec Brigitte Taillandier et Jean-Pierre Laforce. Taillandier a travaillé sur 27 longs métrages, parmi eux Chocolat, Omar m'a tué, De battre mon cœur s'est arrêté, ou encore Les Frères Sisters de Jacques Audiard, qui lui a valu le César du meilleur son en 2019. César du meilleur son, Jean-Pierre Laforce en a reçu deux. Le premier en 1998 pour On connaît la chanson d'Alain Resnais, et le second en 2012 pour L'exercice de l'État. À 10h, deuxième masterclass qui marquera le retour de Caroline Vignal, réalisatrice d'Antoinette dans les Cévennes, et Émilie Michelon, dresseuse des ânes ayant participé au film, qui était déjà intervenue samedi pour une première masterclass. La journée se terminera par une soirée de clôture en l'honneur de Brigitte Taillandier et Jean-Pierre Laforce, que j'évoquais à l'instant, et sera suivie de la diffusion de Presque, film contant l'histoire de deux hommes dans un corbillard qui vont faire connaissance sur la route du sud de la France. Bernard Campan et Alexandre Jolian, tous deux réalisateurs du film, seront présents lors de la diffusion. Je tiens à préciser tout de même que cérémonie de clôture ne signifie pas fin du festival, puisqu'il continue mercredi avec notamment la diffusion d'Entre deux trains réalisée par notre invité Pierre Filmon. Qui est un film à ne pas rater presque, avec déjà des échos formidables. Pierre Filmon, bonjour. Bonjour Jean, merci de votre invitation. Mais avec grand plaisir. Alors, on le disait il y a quelques instants, vous êtes l'un des animateurs, c'est l'une de vos actualités ici sur le Festival de cinéma de Valenciennes, vous êtes l'un des animateurs des masterclass. Je suppose que c'est un plaisir pour vous de venir aux côtés de talents comme Caroline Vignal. Si c'est le cas, je ne sais pas quelle masterclass vous avez animé. En l'occurrence, non, pas celle de Caroline. Pas celle-là, mais celle de François Hans et celle demain matin et ce matin de Brigitte Taillandier et Jean-Pierre Laforce. Qui sont celles dédiées au métier du cinéma et en l'occurrence au métier d'ingénieur son. Exactement, métier du son, à toute la chaîne du son du cinéma. Donc on apprend, en les écoutant, on redécouvre comment on fabrique un film au niveau sonore, avec la préparation ingénieur du son sur le tournage avec Brigitte, et Jean-Pierre qui est plutôt en post-production, c'est-à-dire tout ce qui suit le montage, les finitions sonores du film qui sont donc très importantes. Et là on a deux pointures du cinéma français qui ont fait ce que le cinéma français a fait de mieux ces 20 dernières années, donc c'est passionnant de les écouter, et pour moi passionnant de modérer ces masterclass effectivement. Qui sont en même temps des métiers très méconnus dans le monde du cinéma. Il y a les récompenses au César, quelquefois jugées ennuyeuses, les récompenses techniques, mais qui sont essentielles. C'est des métiers qui restent essentiels au métier du cinéma. Comment on fait pour donner de l'appétit au grand public de venir à ces conférences? Non, c'est une excellente question. C'est pas facile parce que les gens, dans un premier temps, vu qu'on fait appel à des techniciens, se disent ça va être une discussion entre soi. Et le principe, c'est tout sauf ça.
c'est d'inclure le public. Il y avait beaucoup de classes ce matin de la région de Valenciennes qui sont là, donc inclure les jeunes, leur faire palper le travail que ça représente. Parce que quand on est de l'autre côté de la barrière, c'est-à-dire quand on fait des films, ce qui est aussi mon cas, ces gens sont extrêmement importants pour la réussite d'un film. C'est des vrais collaborateurs de création. Donc nous, ils sont très célèbres pour nous, mais on est conscient qu'ils sont très ignorés du grand public, parce qu'ils n'arrêtent pas. Quelqu'un comme Jean-Pierre Laforce a quand même plus de 200 films à son actif. Je veux dire, ils enchaînent les films et les grands films. Donc c'est des hommes de l'ombre et des femmes de l'ombre qui méritent d'être plus reconnus. Et aussi que ce soit eux qui parlent de leur métier me semble déterminant pour que le public perçoive une passion qui leur est propre. Ils ont choisi le son, ils ont choisi ce métier-là. Donc écoutons-les, venez à ces masterclass. Les festivals qui mettent à l'honneur les métiers du cinéma sont plutôt rares en France. Absolument. Les événements même de façon globale. Absolument, oui, tout à fait. Hors corporation, hors événements corporatifs, puisque ce sont des gens qui sont réunis en syndicats souvent, soit les gens du son ou d'autres domaines techniques ou de l'image. Mais hors ça, c'est vrai qu'on a tendance à les mettre dans le côté technique qui semble rébarbatif au grand public. Parce qu'évidemment, les gens qui sont passionnés par ça, c'est des grandes pointures, on adore les écouter. Mais oui, c'est très très rare. À ma connaissance, en France, c'est le seul festival à Valenciennes qui s'occupe avec tant de soin des métiers du cinéma. Restez avec nous ici depuis le centre Place d'Armes. Pierre Filmon, vous allez rester avec nous. Ce que je vous propose, c'est on va laisser un petit peu de place au jury. Vous revenez dans quelques minutes après qu'on a accueilli le jury fiction. Ce sera formidable. Et on va parler de votre film Entre deux trains que vous présentez mercredi ici. C'est un tout autre sujet que celui des masterclass, évidemment. On continue en musique sur CNO, le temps d'installer le jury. Nous revenons tout de suite en direct depuis le centre Place d'Armes pour le club du Festival 2 Valenciennes. Le club du Festival 2 Valenciennes, en direct du centre Place d'Armes. Merci de nous retrouver ici depuis le centre Place d'Armes. C'est toujours un grand plaisir pour ce club du Festival de cinéma de Valenciennes. Et on a le plaisir d'avoir le jury avec nous là. Arié, bonjour. Quel talent, c'est ça. Alors, Dina Meurice, Ariel Mallet, Ruben Alves, à la musique, à la batterie, enfin, je sais pas, un peu partout. À la rythmique. Bonsoir, ouais, ravi, du coup. Et ben, on est ravis également d'être là. De vous accueillir. Ça se passe bien alors, ce rôle de jury d'un festival? C'est pas évident? Ah ouais, c'est pas évident. C'est émotionnellement très chargé parce que chacun a ses préférences, chacun a les films qu'il aime et on perçoit pas les mêmes choses forcément. Donc, on essaye de s'influencer les uns les autres et qui donnera le plus d'argent au final. Et Nina Meurice est très convaincante. Beaucoup d'argent. Je suis venue avec beaucoup de cash, donc c'est vrai que j'ai des gros arguments. Alors, on a eu une petite idée pour vous présenter. On va commencer par Nina, évidemment. Allez. C'est de faire un petit portrait. Et c'est Emma qui s'y colle pour en ce qui vous concerne. Emma, je vous laisse la parole. Emma. Alors Nina Meurice, je me suis intéressée à votre parcours et que je vais retracer pour ceux qui nous écoutent. À l'origine, vous ne vous destiniez pas au cinéma, mais plutôt à d'autres arts comme la musique et la danse. Et ce n'est qu'après que vous vous êtes dirigé vers l'art dramatique. En 2000, vous jouez dans le film Saint-Cyr de Patricia Mazuri, votre premier rôle au cinéma. Incroyable. Et après plusieurs années de rôle dans des courts-métrages, vous revenez sur le grand écran dans Complice de Frédéric Mermoux en 2010. Vous touchez à tout, court-métrage, long-métrage, théâtre, télévision et même réalisation, car en 2002, vous réalisez Petit traité de marketing. Il est important de noter vos passages au théâtre, comme dans Un air de famille d'Agnès Jaoui et Jean-Pierre Bacry en 2017, ainsi que Cuisine et dépendance la même année. Et d'ailleurs, vous les retrouvez un an plus tard, en 2018, dans le film Place publique où vous interprétez le rôle de leur fille. Ça fait un beau papa et une belle maman du cinéma. Vous faites aussi quelques apparitions à la télé, comme dans Virage Nord en 2014. Et en 2020, vous êtes nominé au César dans la catégorie meilleur espoir féminin pour le très fort Camille de Boris Lochkin. Écorché son nom. Et cette année, on a pu vous retrouver dans la série mixte Petit Maman,
petite maman de Céline Sciamma et aujourd'hui vous êtes jury du Festival de cinéma de Valenciennes. Quel parcours. Alors du coup, est-ce qu'elle a juste, en fait, Emma? Est-ce qu'on garde Emma? Ouais, on la garde. Validé à 100%. Oui, Nina, oui, tout à fait. Merci Emma, en tout cas, pour ce beau portrait de Nina Meurice, ce qui me permettait de vous resituer, de savoir un petit peu qui vous êtes sur ce festival. La comédienne confirmée aujourd'hui, tout de même, à votre jeune âge. Pas un brevet écrit, mais... Ah, mais c'est tout de même pas mal, une nomination au César, c'est tout de même pas mal déjà. Ouais, c'est Qu'est-ce super. que tu joues le mieux Quel genre d'émotion tu joues le mieux? Je joue le mieux les animaux. On m'a peu employé pour ça, D'accord. mais les animaux... C'est en même temps la plus grande phobie des réalisateurs, en fait. Ouais, c'est ce qu'il y a vrai. de plus dur à... Font les animaux. Les enfants. J'allais pas jusque là, en fait, les animaux de façon globale. Allez, Ruben Alves, bonjour. Du coup, on a eu le plaisir de vous accueillir aussi. On peut dire que vous avez réalisé déjà 2 grands films avec ce si jeune parcours. Et je vais laisser Emma aussi dresser votre portrait. Ok. Pourrais-tu parler un peu plus fort, Emma? Oui, je vais parler plus Merci. fort. Alors, Ruben Alves, vous êtes également jury du Festival de cinéma de Valenciennes et je voulais aussi parler de votre parcours. Acteur, scénariste et réalisateur, vous êtes un petit peu un couteau suisse du cinéma. On a pu vous voir dans de nombreux longs métrages. Votre premier film en tant qu'acteur, Pédale dure en 2004, qui fait suite au film de 1996, Pédale douce. Mais on a pu aussi vous voir dans Yves Saint-Laurent de Jalil Lesper aux côtés de Pierre Ninet. Vous tenez également un rôle dans votre propre film La Cage Dorée en 2013. Mais alors, quel sacré film! Vous attendiez à un tel succès? Non. Voilà, on s'attend jamais à des succès où voilà, on sait pas, on fait des films et puis après le public s'en empare. Parce que ça a été un carton inattendu tant en salle et ensuite également en diffusion télé. Hein. Oui, tout à fait, oui. En diffusion télé, ça marche très fort. On en est à la 3e déjà et c'est bien, on est content. Et alors pour continuer dans votre parcours, vous êtes aussi acteur dans quelques courts-métrages comme La vie sans secret de Walter Nyons en 2000 et À l'abri des regards en 2002 que vous avez coécrit et co-réalisé avec Hugo Gélin, un autre jeune réalisateur comme vous déjà confirmé du cinéma français. On vous voit aussi à la télé où vous faites quelques apparitions comme dans Le juge est une femme en 2006 ou La fille au fond du verre à saké en 2009. Et en 2013, pour finir, vous réalisez votre premier long métrage, comme je l'ai dit, La Cage Dorée, et un second en 2020, Miss, où vous évoquez l'univers de Miss France, enfin des Miss France, mais aussi celui de la transidentité. Alors, si je peux me permettre, ce n'est pas sur la transidentité, c'est sur le désir d'être soi et c'est sur le courage de vivre comme on l'entend. Et là, en l'occurrence, c'est un personnage qui vit sa féminité, mais qui n'est pas du tout transgenre. Donc, ce n'est pas sur la transidentité. Mais beaucoup de gens font cet amalgame. On va revoir le film en tout cas. Ouais. On a eu un grand plaisir à découvrir tant en salle pour l'instant et qui va peut-être arriver en vidéo aussi. Hein. Oui. Arié, vous vous dites mon portrait c'est pour quand? Ce sera dans quelques minutes avec Adrien. Non, mais parlons de Ruben, c'est intéressant. Non, comment ça se passe ce jury déjà aux côtés de Marie-Josée Croze, votre présidente? Comment ça se passe avec Marie-Josée Croze? Avec tous ensemble. Eh ben c'est, évidemment. je vous ai dit, c'est beaucoup de discussions, on essaie de se comprendre les uns les autres et en même temps c'est une vraie responsabilité. Il faut qu'on défende les films qu'on a aimés. Il faut que chaque film ait la possibilité d'être apprécié à sa juste valeur. Et c'est un exercice qui est comment dire, qui est intense, Qui est passionnel. qui est passionnel. On n'est pas toujours d'accord. Des fois ça peut clasher. Hein, je tiens à vous le dire. Mais c'est justement ce qui est intéressant de confronter les avis de chacun, des avis on a tous complètement des différents. personnalités assez différentes, assez fortes. Bon, Nina Meurice, elle est un peu soupolée, elle s'emporte facilement. Vous voyez ce que je veux dire? Mais voilà, c'est intéressant. Et puis on se rencontre, on se connaît pas forcément. Et puis on voit des films, c'est le plus important. C'est surtout ça, oui. Surtout Ça, c'est un voir cadeau. des films, 2 films par jour, on est ravis en fait. Et puis Ouais. les salles sont plutôt En pleines. salle, avec du public et de Oui. retrouver ça, c'est génial. Exactement. C'est une idée qui vous a immédiatement séduit quand on vous a appelé pour venir ici à Valenciennes, Pas du tout. être juré. Si, je suppose que oui, mais c'est la question bête. Surtout pas envie de venir. Moi, c'est Oui. un délire, ouais.
Non, mais moi j'avais un bon souvenir de Valenciennes parce que j'y avais joué au Phoenix. Alors je salue tous les gens du Phoenix où j'ai joué il y a 20 ans. Je tiens à le rappeler. Oui. Qui ça Il y avait à l'époque 3 ans, donc. Voilà, exactement. Non, on est content d'être là. Voilà. Une belle scène nationale qui a bénéficié d'une magnifique rénovation. Je vous invite à aller la découvrir. Vous l'avez dîné, au restaurant du Phoenix, c'était super. Ouais. Non, et puis on est flatté que notre avis compte. C'est toujours intéressant de se sentir utile dans la vie d'un film. Voilà, on donne notre avis, on dit ce qu'on a ressenti et tout ça, ça fait toujours plaisir. C'est le côté responsabilité que vous disiez, parce que forcément un prix c'est toujours important pour ce prix va accompagner le pour film. La carrière d'un film, ouais, c'est ça. Exactement. Donc, tu veux dire quelque chose, Ruben? C'est très important, mais peut-être que eux s'en foutent complètement de notre avis en fait, les réalisateurs et les producteurs. Non, je pense pas. pas. Vous, en tant que réalisateur, je suppose que vous étiez, vous avez scruté ça avec un grand intérêt, évidemment. En disant ça parce que c'est très subjectif en fait. Oui. Moi, les prix, je suis pas très comme Ariane Ascaride disait, elle a reçu un prix d'honneur. Et elle disait ça, en fait, d'être dans des prix, mais qui on est pour juger, pour dire votre film est bien. C'est de l'art. L'art, ça se ressent. Donc on peut avoir un ressenti, mais après dire celui-là est meilleur que. C'est très bizarre. Donc effectivement, je le fais parce que c'était le plaisir de voir des films et de partager en fait des avis. Mais c'est vrai que moi, le côté jury, de décerner quelque chose, j'ai toujours un petit peu de mal avec ça. Voilà. Je suis pas. Bon, et après le festival de Valenciennes, c'est le festival de cinéma, mais il y a aussi une part dont on n'a pas parlé, c'est la vie nocturne. Et la gastronomie. Voilà. Oui, la vie nocturne le soir, c'est vrai que c'est c'est assez dingue ce qui se passe. Les gens qu'on rencontre. Tout l'alcool de tarte au chocolat, la gastronomie, bon, on a mangé dans d'excellents restos. Non, c'est sympa, il y a une très bonne ambiance. Les gens du Nord, quoi, les gens du Nord, voilà, il y a une ambiance géniale. Vous étiez déjà venus, chacun d'entre vous, à Valenciennes, alors vous nous l'avez dit, Arié, à travers cette représentation au Phoenix. Vous connaissiez Nina et vous, Ruben, Valenciennes? Moi, je crois qu'on a des dates de tournée au Phoenix en janvier, un truc comme ça. Sur l'absence de père de Lorraine de Sagazan. Vous êtes sur les planches. Laisse-moi te dire que tu vas kiffer de jouer au Phoenix, parce que c'est pas parce que vous êtes là et qu'on est à Valenciennes, je vous le dis, Valenciennes, Lille, vous êtes un très bon public et je ne m'explique pas pourquoi. Non mais c'est inexplicable, il y a des villes où je sais que ça va pas être un bon public, je peux le dire, Cannes c'est un très mauvais public. En tournée. Non mais je l'assume totalement. On n'est pas diffusé sur Cannes, ça va. Ça va, Arié. Difficile. C'est un public difficile. Neuilly-sur-Seine en région parisienne, c'est un public difficile. Valenciennes, c'est un très bon public. Donc tu vas kiffer. Moi j'étais venu juste avec la Cage Dorée à Valenciennes, on avait présenté le film et on avait fait une très très jolie fête parce que c'était l'anniversaire de Chantal Lobby ce soir-là. Ah, oui. Et on avait eu le droit à l'époque avec le maire de Valenciennes qui était donc Jean-Louis Borloo, de danse, de grande danse endiablée sur le podium, sur la scène, avec Chantal, c'était assez. Il faudrait mémorable. qu'on ressorte les images, qu'on puisse les exhumer. Ça doit être magnifique à voir. Allez, je vous l'avais promis, le portrait d'Ariel Mallet par Adrien Bonjour. En chantant. C'est vous qui l'avez fait? C'est vrai, c'est Adrien, c'est moi. En chantant. J'ai hésité à le faire en rap quand j'ai entendu votre beatbox, mais j'ai pas ce talent. Ça serait ruiner le portrait d'Ariel Mallet, je me permettrais pas. Portrait. J'étais à deux doigts de le faire. Non, plus sérieusement. Excellent beatbox. Je vais pas cacher. Moi non plus. Du coup, Ariel, je me suis intéressé à votre carrière. Arrêtez-moi si je me trompe à n'importe quel moment, mais j'en doute. Ok. Je suppose que je suis pas le premier à le faire. Et en lisant les lignes de votre CV, une question m'a traversé l'esprit. Cette question, je vais vous la poser, mais d'abord, je vais retracer un peu votre parcours pour ceux qui nous écoutent. Donc, tout commence avec les cours de théâtre. Vous en suivez au Rond-Point à Paris, puis au studio à Asnières-Gennevilliers. Exactement. En 1998, donc l'année où je nais, pour nous situer. Ouais. Voilà. Vous mettez en scène Baltrap au théâtre, pièce de Xavier Duringer. Ouais. 3 ans plus tard, en 2001, vous débarquez sur grand écran au cinéma dans Change-moi ma vie de Lyria Begeja, si je prononce bien. Absolument, bravo. 2003, vous interprétez Vanessa dans Chouchou, film dans lequel vous donnez la réplique à votre frère, Gad. Deuxième tableau. Exact. Tout comme en 2017 dans le film d'animation Moi Moche et Méchant 3 où vous interprétez Drew, le frère de Grou, incarné par votre frère. Effectivement, peu connu. On revient 11 ans plus tôt, en 2006, année pendant laquelle Éric Rochant vous offre votre premier rôle dans L'école pour tous, qui vous vaut
tout de même d'être nommé au César en tant que meilleur espoir masculin. Absolument. Une nomination au cinéma, mais aussi sur les planches, puisqu'un an plus tard, vous êtes nommé au Molière pour votre rôle dans Irrésistible, aux côtés de Virginie Ledoyen. C'est vrai, hein. À partir de 2010, vous vous concentrez sur la comédie, Plan de table, Dépression et des potes, Les gamins d'Anthony Marciano, film dans lequel je vous ai découvert, mais petite anecdote, surtout dans les fictions TV qu'on vous remarque, et notamment Le Stagiaire, avec Michel Bernier, qui a rencontré un franc succès à sa diffusion en 2015, et qui aura également droit à une série. Les années passent et vous ne délaissez pas les planches, puisqu'on a pu vous voir dans des pièces comme Le plus beau jour en 2016 et La perruche en 2017. Incroyable. Et puis on arrive, petit bond dans le temps, on arrive à 2021, cette année, on a pu vous voir dans C'est quoi ce papy, Tropique criminel, Exactement. Belle, et dans la série Fugueuse, diffusée depuis jeudi dernier sur TF1. Putain, mais tout est vrai. Mais C'est incroyable. Il se débrouille bien. Il y a que des Donc trucs. Ariel Vallée, vous touchez vraiment à tout, télévision, théâtre, cinéma et même clip vidéo, puisque vous avez tourné dans celui de Something Better de Martin Solveig en 2007. Ah oui, c'est vrai. Vous avez joué dans une vingtaine de fictions télé, plus de 30 films. Aujourd'hui, vous êtes jury au Festival du film de Valenciennes. Donc en début de chronique, je vous avais dit que j'avais une question pour vous et la voici. Regarde, je porte Sur quel support vous sentez-vous le plus à l'aise et que vous manque-t-il? De quoi avez-vous envie pour compléter votre CV déjà très bien fourni? Sur quel support? Le kitesurf, bien sûr. Le kitesurf. D'accord. Mais quel support cinématographique, théâtre, fiction télé? J'ai une affection particulière pour la VHS, mais un peu plus actuel mais peut-être? c'est dur à trouver des. Il veut savoir si tu veux réaliser un film, par exemple. Non, quel support? Je sais. Le support. Est-ce que c'est ça qui compte vraiment, le support? Non, mais c'est peut-être que vous avez peut-être une préférence pour les planches, le cinéma. Alors, j'avais pas compris la question. C'était Pas la de souci. Ouais, en fait, c'était. Personnellement, le plaisir, là où j'ai le plus de plaisir, c'est au théâtre. D'accord. Et je crois que je partage ça avec mon amie ici présente, Nina. Non? C'est pas au théâtre que tu kiffes? Non, c'était avec quelqu'un d'autre que t'as eu celle. Ah merde. Ah pardon, excuse-moi, c'est Nina, pardon. Non, au théâtre, moi c'est là où je prends le plus de plaisir. Après, je suis très content de participer à des films et tout, mais en termes de plaisir, vraiment, là où j'ai pu, en sortant de scène, c'est là où je me suis dit, vraiment, je fais un métier incroyable, quoi. Et à l'avenir, vous avez quelques projets en tête, des envies, des idées? Ah plein. Laquelle notamment? De revenir sur scène avec une pièce que j'ai beaucoup aimé jouer, que je vais peut-être reprendre, qui s'appelle La perruche, avec une autre pièce qu'on doit jouer qui s'appelle Un amour de jeunesse. Voilà. Ok. Merci Adrien Bonnereau pour ce portrait. Merci infiniment, bravo, c'était bien fait. Et du coup, il reste encore quelques jours. Vous avez encore beaucoup de films à voir, je suppose. Vous passez beaucoup de temps dans les salles de cinéma. Vous êtes cinéphile, vous adorez aller découvrir les œuvres de chacun des autres. Ah oui, moi je vois tout. Je suis très éclectique. Voilà, j'adore ça et je vais tout le temps voir les copains. Voilà, parce que mais pas que, j'aime bien être surpris. Donc et ce qu'on fait là avec les 8 films qu'on devait découvrir, ce qui était bien, c'est que personne n'avait rien lu. Ouais. On n'avait rien vu du tout, on savait pas du tout ce qu'on allait voir en fait. Donc on se fait surprendre et c'est ça qui est génial. Et surtout dans une salle de cinéma plutôt que dans son canapé devant sa télé. Et comment vous choisissez en général? Alors vous venez de nous le dire, vous Ruben, mais Nina par exemple, vos choix de films que vous allez découvrir dans les salles où Arié, vous? Moi, je suis une grosse consommatrice. Je pense que je vais 3 fois par semaine au cinéma, ou en tout cas, si je vais pas au cinéma, je regarde un film tous les jours. Et complètement, soit effectivement, c'est des amis ou des réalisateurs dont j'aime bien le travail. Mais je suis assez au pif aussi. J'aime bien aller au cinéma et regarder parce que c'est à l'heure où j'arrive et du coup j'ai pas de critères. J'aime bien me faire surprendre. C'est la majorité d'ailleurs du public qui décide devant la salle ce qu'ils vont aller voir. C'est-à-dire comme ça, un peu, on dit allez, je vais aller voir ça. Ouais. En fait, c'est la majorité. Après, moi, j'ai un truc qui est pas génial. C'est un peu comme pour les bouquins, une couverture moche, ou une typo que j'aime pas, je vais pas lire le livre. Et les films, il y a un peu un truc, je regarde plus jamais les bandes annonces, mais les affiches. Il y a des affiches que j'aime pas et je suis déjà passée à côté de plein de films parce que j'aimais pas la promo, quoi. Ce qui peut angoisser un réalisateur, évidemment, puisque vous maîtrisez plus. Après, la sortie du film, elle vous appartient plus. Elle appartient à la fois à la société qui va faire la distribution du film et après au public. Ouais, mais c'est ça qui est beau en fait. La perception du public, les messages qu'ils peuvent vous écrire et vous dire après.
détail de votre film, vous avez à dire c'est important ce mot, ce moment et tout. Il y en a qui vont dire oui bon. Et en fait quand c'est un kiff, quand un spectateur vous dit oh, mais ça, tu l'as vu, c'est génial, voilà. Merci en tout cas tous les trois d'avoir participé à ce plateau. Merci ici pour votre accueil. et on vous laisse regarder encore quelques films pour pouvoir délibérer. Ce sera quand? Ce sera mercredi, hein, la délibération du jury? Non, c'est demain mardi. soir, Voilà, oui, la soirée de clôture, évidemment. C'est demain soir. Le mardi. festival dure jusque mercredi, mais la soirée de clôture. Venez d'ailleurs, est ce on mardi invite tous soir. les Valenciennois Moi et les Valenciennoises. oui, à venir parce que on aime quand les salles sont pleines. Profitez-en, on peut là. Avant, on pouvait pas pendant tellement longtemps. Donc venez quoi. Venez voir de l'émotion. Venez prendre de l'émotion. Suivez les conseils de Nina Meurice, Ruben Alves et Ariel Mallet. Merci beaucoup d'être passé par ce plateau. Infiniment, c'était un plaisir. Depuis le centre Place d'Armes. Nous venons tout de suite en direct depuis le centre Place d'Armes pour le club du Festival 2 Valenciennes. Le club du Festival 2 Valenciennes, en direct du centre Place d'Armes. De retour ici sur le centre Place d'Armes, c'est un plaisir de vous retrouver dans ce club du Festival de cinéma de Valenciennes. Et nous avons avec nous cette fois-ci le jury presse, une partie du jury presse, Régine Arnaud, évidemment, on commence par vous, Fabrice Leclerc et Jean-Philippe Guérand. C'est un plaisir de vous accueillir à nouveau pour débattre d'un sujet d'actualité lié au cinéma. Alors je vous présente Pierre Filmon, qui est réalisateur, qui présente un film hors compétition ici mercredi et qui anime aussi également quelques masterclass. On a déjà eu l'occasion de le présenter sur l'antenne de CNO il y a quelques minutes, en début d'émission. Et nous allons ensuite choisir notre thème de débat aujourd'hui. On y arrive et donc on était sur... je vous laisse... me le dire vous-même. Est-ce qu'il y a trop de films produits en France? Voilà. Produit-on trop de films en France? Effectivement. C'est une vraie question. C'est une question difficile, parce que là, les réalisateurs vont vous dire. Exactement. Donc, sous l'œil de Pierre Filmon, produit-on trop de films? Vous avez, alors on va vous présenter chacun d'entre vous. Évidemment, c'est important. Régine Arnaud, vous œuvrez pour un magazine de télévision. Vous êtes journaliste de télévision. Vous avez œuvré très longtemps pour les infos d'M6 et pour Ciné6, une émission que les cinéphiles connaissent. Et aujourd'hui, vous travaillez pour Cinéma, qui est diffusé sur WEO notamment. Vous, évidemment, Fabrice Leclerc, on vous connaît à travers... ancien rédacteur en chef de Ciné Studio Live, qui est tout de même une des références avec Première dans l'industrie de la presse écrite cinéma. Et puis vous avez été également rédacteur en chef du Film Français. Alors là, c'est la bible de l'industrie, on va dire. Et puis vous avez œuvré pour France Info et vous êtes aujourd'hui chez Paris Match. Tout à fait. Que de belles signatures, de beaux médias. C'est gentil. Et puis Jean-Philippe Guérand, vous aussi. Alors vous, on citait Ciné Studio Live et Première. Vous étiez à Première 8 ans. Et puis le Nouvel Obs, dans lequel vous avez œuvré dans les pages culture. Et aujourd'hui, vous travaillez pour le Film Français, justement cette référence de l'industrie cinématographique. Cousin, en fait. Donc nous sommes heureux de vous accueillir ici. Oui, vous êtes cousins, si vous le dites. Et nous sommes heureux de pouvoir ouvrir ce débat. Et je voulais juste attirer l'attention, c'est que Fabrice Leclerc, vous siégez à la commission de l'avance sur recette, qui est une commission importante. On peut en dire un petit mot pour toute personne qui veut faire un film aujourd'hui. Il faut savoir que dans le système français d'aide au cinéma, qui est un système extrêmement particulier, qui a été copié dans le monde entier, parce que c'est un vrai système qui est très simple. En fait, on a un centre du cinéma en France qui collecte, je vais faire très simple, une taxe sur les billets de cinéma et qui la redistribue pour aider à la production, pour aider à l'émergence de films et à ce que des films puissent se faire. Donc ça, c'est vraiment la base. C'est pas de l'argent public, c'est de l'argent qui est prélevé sur les entrées. Donc plus il y a d'entrées, plus il y a d'argent pour aider le cinéma. Et il y a beaucoup de commissions et de façons d'aider les films avant, quand ils sont à l'état de projet, c'est l'avance sur recette. Quand ils sont terminés, c'est l'avance sur recette après réalisation. Et il y a la distribution. Il y a plein de systèmes d'aide à l'écriture. Voilà. Et moi, je fais partie d'une commission qui est l'avance sur recette après distribution. Donc nous, en fait, on voit des films qui viennent de se terminer, qui sont pas forcément totalement terminés, qui ont pour le coup un vrai gap de production, qui ont
perdu de l'argent parce qu'ils ont coûté trop cher. Alors en ce moment avec le Covid, ça n'est que magnifié. Et nous, on regarde les films et à l'aune de la qualité du film, de son projet, de son financement ici et là, on décide d'aider ou de ne pas aider ce film qui peut recevoir une subvention qui est quand même qui n'est pas négligeable du tout, hein, on parle de 100 000 euros. Donc voilà, et je siège dans cette commission-là pour décider. Vous contribuez à la foison cinématographique que l'on évoquait avec les 15 sorties hebdo qui sont à peu près la moyenne. Voilà. Régine Fabrice, qu'on a tous ces films. Non, alors. non, pas forcément, Régine Arnaud. Non. C'est pas à cause. Alors, à la question, est-ce qu'on produit trop de films en France? Moi, ma réponse, elle va être très très claire, mais en fait, pas du tout. Oui et non. Pourquoi? Oui, on produit trop de films en France. Il y a 270 films qui sont produits en France, films français, hein, je parle, qui sont aidés quelque part. Ça ne peut pas être absorbé dans les salles de cinéma. On en est aujourd'hui entre 13 et 17 sorties par semaine. C'est juste impossible. Il faut savoir par exemple qu'aux États-Unis, il y a 3-4 films qui sortent par semaine. Nous, on en est à 15, 16, 17. Donc il y a un vrai problème qui est récurrent depuis 25 ans de trop de sorties. Voilà. Alors, je vous dis, on produit trop. Mais pourquoi on produit trop? Parce qu'on a ce système d'aide qui permet de produire. Et là, je dis non, il n'y a pas trop de films en salle. Pourquoi? Parce que la France est quand même un des seuls pays au monde qui garde une production cinéma très vive, qui est financée. Et sans les aides, sans cette ponction sur le billet de cinéma, sans les aides gouvernementales, sans l'aide du CNC, il y aurait beaucoup moins de films, donc il y aurait moins de diversité. Donc oui, économiquement, il y a trop de films en salle. Non, il n'y a pas trop de films en salle si on parle en termes de diversité, de qualité, et se dire quelque part que le succès de Bienvenue chez les Ch'tis permet de produire Police, ou que le succès de Titanic permet de produire un grand film d'auteur, Alain Resnais ou quelque chose d'autre. Voilà, moi je trouve ça extrêmement sain. Régine Arnaud, Jean-Philippe Guérand, qui a un avis aussi sur la question? Vas-y. Jean-Philippe Guérand. Ben moi, je trouve que le système français est particulièrement vertueux parce que justement, il ne laisse personne de côté. Ça, effectivement, je suis d'accord avec Fabrice, ça a à la fois ses défauts et ses qualités. C'est-à-dire que du coup, il y a beaucoup de films qui ne marchent pas, mais ceux qui marchent permettent de faire bizarrement ceux qui ne marchent pas, et ça permet surtout de lancer sur le marché des nouveaux talents, de faire qu'on est dans un système qui est vivant. On reste un des pays du monde où le quota de films français arrive à résister aux Américains, par exemple. À part la Corée qui a imposé des quotas autoritaires, on est pratiquement un des seuls pays au monde qui arrive à faire face. Fabrice Leclerc. Et on est un des pays qui produit le plus de films étrangers. Il faut savoir que beaucoup du cinéma iranien, beaucoup du cinéma asiatique, beaucoup du cinéma européen, roumain, voilà, est en fait coproduit par des producteurs français. Donc on est aussi extrêmement influent dans la production européenne, asiatique, sud-américaine. On est très très présent aussi là. Qui donc, grâce à des festivals vont avoir aussi une résonance mondiale. Donc ça, il faut le savoir. C'est souvent ça, oui. Régine Arnaud. Jouer les mouches du coche. Parce qu'en fait, bon, effectivement, ils ont raison. Parce que voilà, ça permet à des choses d'exister. Mais il y a quand même, quand on regarde globalement, il n'y a pas que des bons films qui sortent. Et il y a quand même pas mal de films qui sont très moyens ou même en dessous de la moyenne. Et alors moi, je me pose une question. Je me dis, est-ce que le foisonnement de ces sorties et de ces films qui sont avec un scénario un peu bancal, enfin bon, qui sont pas des chefs-d'œuvre, est-ce que il y aurait pas eu moyen à un moment donné de travailler le scénario plus longtemps, de faire en sorte que les auteurs aient le temps de travailler et soient payés suffisamment pour avancer, n'aient pas la pression des chaînes qui font finalement des produits et pas des films, enfin des films intéressants avec un point de vue. Et du coup, on a beaucoup de films produits et on a quand même pas énormément de films intéressants avec un point de vue, avec une envie, une idée, enfin voilà. Donc moi c'est ce que je regrette. Après, effectivement, ils ont raison. Par rapport à d'autres pays, en France, on aide les artistes, les cinéastes, et ça, on peut pas dire que c'est pas bien. Hein. Mais peut-être. Vous êtes d'accord? Alors, oui, moi je dirais bien deux choses en fait. C'est-à-dire que d'une part, le cinéma est l'art du prototype. C'est-à-dire que quand on fait un film, c'est un prototype. Que ce soit votre 10e film ou votre 3e film, vous ne savez pas à l'avance s'il va faire un succès évidemment ou un échec, si ce sera un bon film ou un mauvais film. Pensez bien que tous les gens impliqués dans la fabrication d'un film ont qu'une envie, c'est que ce soit un bon film, un film qui marche. Donc partant de ce paradigme-là,
je trouve qu'il faut toujours donner sa chance aux films qu'on va voir aussi, aux films qu'on fabrique évidemment, aux films qu'on va voir. Tous ces films qui effectivement sont peut-être moins réussis, tout le monde en est désolé, on aurait tellement aimé que ça marche et puis pour telle mauvaise raison ça n'a pas marché, problème de je sais pas, de gestion, de temps, bref. Et l'autre chose, c'est si je me place du côté du spectateur en fait. Et je trouve qu'on vit une période très intéressante en ce moment avec cette surcharge de films qui ne sont pas sortis pendant 6 mois. Donc on peut dire qu'on est dans une période prototype. On n'a jamais connu ça. Donc on est submergé littéralement de films, beaucoup plus que habituellement. Mais c'est quoi moi parce que je suis aussi spectateur, je fais des films, mais j'adore aller au cinéma. Là, c'est Festival de Valenciennes, c'est l'occasion de voir plein de films. Et que de bons films je vois sur les écrans. Et c'est un cercle vertueux. C'est-à-dire que je trouve quand on est spectateur, quand on voit un bon film, on a envie de quoi? On a envie à peine de sortir, d'en voir un autre. Et de voir un autre bon film. Un mauvais film vous dit, j'ai pas très envie d'aller voir un autre film après ce mauvais film. Mais c'est le cercle vertueux. Si vous voyez un bon film, vous avez envie de retourner voir un mauvais film, un optimiste. J'ai pas très envie d'aller voir un autre ce mauvais film. Non, il y a de la place pour tout le monde. Ce que vous évoquiez, Régine Arnaud, est-ce que c'est pas le fait que l'on ait des grandes disparités dans les budgets des films que l'on va voir? C'est-à-dire que certains films se montent avec des budgets, forcément parce qu'ils ont des petites productions, parce qu'ils n'ont pas forcément les moyens qu'ils attendaient ou à la mesure de leur ambition, et d'autres, quelquefois, on met de l'argent de façon démesurée dans des grosses machines qui sont ratées. Quelquefois, ça arrive. Moi, je suis d'accord. Je pense pas que. Alors, bien sûr, il y a certains films, de par le sujet, de par le thème, qui exigent quand même de l'argent, parce qu'on peut pas faire autrement. Mais c'est pas parce qu'un film coûte cher que le film est bon. Et c'est pas parce qu'un film a une star ou 2 stars que le film est bon. Donc, je pense qu'il y a moyen aussi d'expliquer aux gens, allez voir des films, même s'il n'y a pas une tête d'affiche, parce que il y a de bons acteurs en France et qu'il faut les faire connaître, parce que ces gens-là, souvent, on les connaît pas. On va voir la star à la mode du moment. Et donc, je pense qu'il y a vraiment un besoin, et le Covid peut-être va y aider, de curiosité. Il faut que les gens deviennent curieux et ne se disent pas juste, il y a machin, donc je vais aller voir le film parce qu'il y a machin. Je vois que Fabrice n'est pas du tout d'accord, donc je vais lui passer le micro. Fabrice Leclerc. C'est pas ça, mais que susciter la curiosité des spectateurs, c'est une évidence. Mais je crois qu'il faut jamais oublier que le commun des mortels, tous les gens qui nous écoutent, et nous, pareil, quand on va au cinéma, pourquoi on va au cinéma? Oui, pour essayer de voir des choses belles, soit raconter de belles histoires, mais surtout, on veut se détendre. Et quand on veut se détendre, parce que je pense quand même pour tous les spectateurs, la première chose, voilà, on n'a pas forcément envie de voir un drame sur, on veut de la légèreté, on veut de l'émotion, on veut de l'humour, on veut de l'amour, mais on veut être transporté, et il y a des films d'auteurs qui le font très bien, il y a des films grand public qui le font très bien, on l'a vu, on le voit dans la sélection aujourd'hui à Valenciennes, il y a des films d'auteurs et des films plus grand public qui amènent la même émotion, qui amènent une vraie émotion. Et alors moi je suis d'accord avec toi, Régine, dans le sens où le cinéma est un art, doit susciter la curiosité, doit susciter la création, mais il faut pas oublier, je pense qu'il faut jamais oublier le public pour qui le cinéma, c'est on y va le samedi, on y va le dimanche, on veut changer les idées. Et je pense qu'aujourd'hui, en ce moment, les gens, on voit le succès de Black Nord, on voit le succès de films comme ça, les gens ont envie de se changer les idées. Pas forcément avec des comédies idiotes et crétines. C'est pas parce qu'il y a Christian Clavier dans un film que ça va marcher, surtout aujourd'hui. Oui, voilà, c'est dit. Mais je crois qu'on a envie de se changer, de rêver, d'être secoué ici et là, mais de se changer les idées. Mais je suis d'accord avec toi, mais je pense pas que cinéma d'auteur signifie cinéma emmerdant, excusez-moi du mot, c'est pas joli, mais voilà. Donc je pense qu'il y a moyen effectivement de faire du joli cinéma, drôle, pas drôle, et il en faut pour tous les goûts, mais avec des gens qui ont envie d'aller vers des choses un peu différentes, enfin en tout cas de créer et de mettre leur âme, de mettre leur cœur là-dedans, et de pas faire des produits. Moi j'en ai marre de tous ces produits en fait. En fait, en gros ça veut dire ça, voilà. Jean-Philippe Guérand. Oui, par ailleurs, je suis assez d'accord avec ce que disait Pierre par rapport effectivement au cinéma de prototype. C'est que si c'était facile et qu'on faisait des comédies dont on savait qu'elles marchaient forcément, tout serait formidable. Or, le problème, c'est que c'est pas une science exacte du tout. Donc, il faut malheureusement commettre des erreurs
pour remporter de grands succès. Et quelquefois, on a des bonnes surprises, des films qui ont un énorme succès alors qu'on les attendait pas, et d'autres qui étaient prévus à des niveaux très élevés et qui ne les atteignent pas. Donc il y a aussi ça. Ça reste un artisanat. Malraux disait que c'était à la fois un art et une industrie, mais ça reste plus vrai que jamais. Fabrice Leclerc, vous vouliez ajouter ? Qui aurait pensé l'année dernière que Lann Patrick et Laure Calamy allaient faire 600 000 entrées avec Antoinette dans les Cévennes ? Pourquoi ? Parce que c'est un bon film, très bien écrit, touchant, drôle, populaire, qui est arrivé au bon moment, parce que c'est très important aussi. Il y a des films qui sortent juste au bon moment, au moment où les gens ont envie de le voir. On sortait d'un premier confinement, d'un été difficile, et ce film est arrivé comme une espèce de bulle de savon, de bulle d'air, et 600 000, 700 000 entrées. Pourquoi ? Parce que les gens se sont dit, on va se divertir, on va rire avec un film de qualité. Et c'est vrai que le cinéma est une science très inexacte, mais il y a toujours dans le cinéma, et je rejoins ce que disait Pierre, ce côté de la surprise. On ne sait jamais, on ne peut pas dire ce film-là marchera et ce film-là ne marchera pas. On ne sait jamais. C'est la science la plus inexacte qui soit, le cinéma. Ce qui est formidable, c'est que Pierre Filmon, vous mettez d'accord tout le jury presse, quasiment. Oh bah non, ils se sont mis d'accord tout seuls. Tout à fait. Juste conclure, est-ce que un film a qu'une vie en salle, ou alors même ceux qui n'ont pas forcément rencontré leur succès, celui qu'ils attendaient parmi les 15 qui sortent chaque semaine, peuvent avoir d'autres vies? Je pense qu'ils peuvent effectivement avoir d'autres vies, et heureusement, parce qu'il y a des injustices. C'est injuste, en fait. Beaucoup de choses sont injustes, parce que des films, comme disait Fabrice ou même Jean-Philippe, qui sont beaux et qui trouvent pas leur public, ils ont une chance après sur les plateformes, en vidéo, de trouver un public, et ça arrive assez souvent. Et ça, bon, quand même, ça compte. Oui, c'est vrai quand même que malheureusement, je pense que le succès des films, quand ils passent à la télévision, quand ils sont en VOD, quand ils sortent en DVD, il est quand même aussi proportionnel à l'accueil qui a été réservé en salle. Mais on a des phénomènes aussi. Dick Henneck, par exemple, qui aujourd'hui... Dick Henneck, c'est devenu culte, c'est autre chose. C'est effectivement, ça n'a pas été un grand succès à la sortie, mais alors là, à l'époque, il se positionnait déjà, comme vous voyez la campagne de lancement, il nous le pré-vendait comme un film culte, ce qui est quand même assez original. Alors, parce que effectivement, Jean, je vous connais assez pour savoir que vous voulez du poil à gratter, donc je vais vous donner du poil à gratter. On est en France, le pays de la nouvelle vague, le pays du cinéma, de l'invention du cinéma, totalement focalisé sur la salle. Alors je vais pas me faire des amis en disant ça. Il y a des films qui existent en dehors de la salle. Il y a des films qui existent après la salle. Il y a des films qui existent à la télé. Moi, c'est marrant, ça me fait penser à... J'ai interviewé Ridley Scott, ça fait quelques jours. Et Ridley Scott, il dit à chaque fois qu'on l'interviewe, Blade Runner, tout le monde m'en parle, parce qu'aujourd'hui, Blade Runner, c'est un film culte, un film énorme qui a amassé énormément de dollars. Mais quand Blade Runner est sorti en septembre 1990, ça a été un échec cinglant en salle. Et le film a fait sa vie après. Souvenons-nous que le premier Tuche n'a pas tant fonctionné que ça dans les salles. Le film est passé à la télévision, il est devenu culte à la télévision, et les Tuches 2 et les Tuches 3 ont été d'énormes succès, pas tant à cause du premier, mais à cause de la diffusion télé du premier. Donc moi, si je voulais être poil à gratter, je dirais oui, la salle évidemment, parce que un film ça se voit en salle, mais un film peut finir par avoir du succès sur d'autres canaux. Il y en a d'autres qui ont connu le succès en DVD avec des ventes de DVD. Donc, moi je trouve que le cinéma, ça, voilà, du moment qu'il y a un moment où un film rencontre son public, pour moi c'est l'essentiel. Donc réjouissons-nous du modèle français, de la diversité et de cette diversité que l'on a chaque semaine avec 15 films dans les salles. Absolument. Et je voulais juste revenir sur l'exemple qu'a donné Fabrice, les Tuches. Alors les Tuches, c'est un phénomène assez étonnant, parce qu'effectivement, à partir du deuxième, le public il s'est scindé en deux parties. Il y a les gens qui y allaient parce qu'ils trouvaient que c'était une comédie très drôle, et puis il y en avait qui allaient au deuxième degré, qui en allaient pas pour se moquer, mais qui n'étaient pas du tout concernés, qui disaient c'est un truc qui doit avoir un deuxième degré, ce qui est le cas. Et c'est intéressant du coup un succès comme ça, parce que ça échappe à toute prévision. En fait, ça veut dire quoi? Qu'il n'y a pas de règle, hein, qu'on est dans l'incertitude sur cette terre et qu'il faut avancer pas à pas et faire de son mieux. Tant mieux d'un côté. Oui. Voilà, il n'y a pas de règle. Alors, la chose que j'ajouterais, c'est que la problématique, je trouve, de l'avenir, et moi qui me préoccupe beaucoup, c'est qu'aujourd'hui, en France, on est dans la sacralisation de la salle de cinéma comme première fenêtre de diffusion d'un film. J'espère que ça durera
le plus longtemps possible. Mais ce modèle-là est mis à mal, pas mal, par des plateformes, comme on sait, par la chronologie des médias, par plein de choses. Et je prie pour que... C'est un vaste débat dans l'industrie actuellement. C'est ça. Donc effectivement, allez au cinéma voir des films, C'est là où, effectivement, un film doit naître, quel qu'il soit. Et après, il a une autre vie, mais je prie pour que le cinéma ait une longue vie devant lui. Pierre Filmon nous a donné... Oui, Jean-Philippe Guérand. Oui, j'ajouterais un tout petit détail. Allez voir le film de Pierre Filmon, par exemple. Entre deux trains, voilà. C'est adorable. ce mercredi. Merci, on va en parler alors dans quelques instants, juste après avoir reçu le jury documentaire. Merci en tout cas tous les trois, Régine Arnaud, Fabrice Leclerc, Jean-Philippe Guérand, d'avoir participé à cette nouvelle session du Club de la Presse dans le cadre de ce festival de cinéma de Valenciennes et de ce club sur l'antenne de CNO. Merci beaucoup. Merci à vous. On se retrouve demain. Nous revenons tout de suite en direct depuis le centre Place d'Armes pour le Club du Festival 2 Valenciennes. Le Club du Festival 2 Valenciennes, en direct du centre Place d'Armes. Pour un plaisir de vous retrouver ici depuis le centre Place d'Armes en direct et à la fois en radio. Vous nous écoutez sur vos autoradios sur CNO et évidemment sur Facebook et YouTube puisque nous sommes également filmés. Nous avons le plaisir de recevoir deux membres du jury documentaire là, ici, sur Valenciennes. Léa Missius, bonjour. Et puis Camille Vidal-Naquet, bonjour. Bonjour, enchanté. Ravi de vous accueillir. Alors, vous avez vous-même accueilli comment l'idée lorsqu'on vous a proposé, chacun d'entre vous, de venir participer à ce festival de cinéma de Valenciennes et d'être juré de la section documentaire? Moi j'étais ravie Léa. parce que j'avais déjà participé à des jurys mais jamais documentaire et du coup je connaissais pas le festival de Valenciennes, enfin juste de nom comme ça, et je me suis dit que ça pouvait changer justement de voir des films documentaires et pas des films de fiction, et après quand j'ai su qui était dans le jury je me suis dit que ce serait forcément intéressant parce qu'il y avait que des gens dont j'aimais le travail. Alors justement, vous avez jamais participé à un jury documentaire, vous avez fait déjà signer une très belle première œuvre, Ava, qui a marqué énormément la critique en tout cas, qui a eu son petit succès public. Vous travaillez, vous avez déjà terminé le second film. Il est en montage. Il est en montage là actuellement, donc on a hâte de le découvrir. Le documentaire, c'est quelque chose auquel vous vous intéressez vous particulièrement? Oui, beaucoup, ouais. Après, j'en ai jamais tourné moi, mais en revanche, j'ai participé au scénario. Enfin, j'ai écrit le scénario du documentaire de Stefano Savona qui s'appelle Samoni Road, qui était sur l'opération Plomb durci à Gaza. Et il y avait à la fois de l'écriture documentaire, aussi il y avait des parties en animation. Du coup, c'était très intéressant. Après, de tourner moi un documentaire, j'aimerais bien, mais j'ai pas eu encore. Enfin, voilà, quand je sais pas, je verrai quand j'aurai envie de filmer quelqu'un ou quelque chose, je le ferai. Camille Vidal-Naquet, vous, quel est votre rapport au documentaire? Je réponds pas d'abord à la première question. Oui. Vous aviez dit que... Oui, évidemment, excusez-moi. Oui, enfin, comment vous avez accueilli... mais non, mais tout à fait, comment vous avez accueilli l'idée, évidemment, d'arriver ici. J'allais dire que c'était pareil, c'est que moi j'avais déjà été jury, mais jamais jury documentaire, et que donc voilà, j'avais trouvé ça très très intéressant, et que en plus ça tombait dans une période là où j'avais vraiment besoin en plus de voir le travail des autres. J'ai été vraiment très très concentré sur le mien, et j'ai trouvé qu'un festival de documentaire, c'était une occasion vraiment géniale de comme ça tout d'un coup voir une pluralité d'œuvres d'autres personnes. Et sur mon rapport au documentaire, alors moi j'ai tourné 2 documentaires. Donc ça c'est les 2 derniers films là que j'ai fait. Et du coup voilà, forcément c'est la jury documentaire, ça m'intéresse d'autant plus. Et c'est pour ça que j'étais très curieux. Voilà, comme ça, d'assister à autant de films d'un coup, quoi. Et justement, de partir à une diversité de sujets. On n'a pas le droit de parler des films, évidemment, on le précise, puisque les prix ne sont pas remis encore, vous n'avez pas délibéré. Mais on peut souligner tout de même qu'il y a une diversité de sujets, et c'est ce que permet le documentaire, de toute façon, de voir qu'un pays comme la France permet à de nombreux documentaires d'exister. C'est quelque chose d'important, je suppose. Évidemment, vous allez nous répondre oui, Camille Vidal-Naquet. Ce que je répondrais surtout, c'est que pour moi, un documentaire, ce n'est pas seulement un sujet. Un documentaire, c'est vraiment un point de vue sur quelque chose pour moi. Donc évidemment, les sujets sont toujours sont très divers et c'est formidable. Mais ce qui est également formidable avec le documentaire, c'est cette incroyable liberté
de points de vue qu'on peut avoir, et c'est ça pour moi un vrai documentaire. Un vrai documentaire, en tout cas un documentaire qui moi m'intéresse, c'est ça, c'est celui qui est sur la diversité, pas forcément du sujet. On peut avoir des sujets de toute façon qui sont à peu près tous couverts aujourd'hui. En revanche, c'est la singularité du point de vue, singularité de la forme, le prisme comme ça d'une conscience, d'une subjectivité sur un sujet qui fait la puissance pour moi d'un documentaire. Vous pensez de la même façon, évidemment, Léa ? Oui. Vous avez le même point de vue là-dessus. C'est-à-dire que aujourd'hui, on a tellement de sujets qui sont proposés. Alors, je parle de sujets, moi, mais effectivement, vous avez raison dans ce que vous dites. On parle d'un point de vue. Raymond Depardon nous l'a appris depuis de très longues années, mais de voir que des documentaires peuvent aider à faire changer la société aussi pour certains. Donner un point de vue. Déjà, s'ils aident juste à changer la personne qui les regarde, c'est déjà pas mal. Après, la société, oui, mais il faut qu'il y ait quand même beaucoup de gens qui voient ce documentaire, ce qui n'est pas le cas de beaucoup de documentaires. Donc, non, mais c'est vrai. Mais c'est un espace de liberté qui est important, en fait. Le cinéma, à travers cette porte sur le documentaire. Oui, après, je sais pas si c'est une volonté de changer la société, plus que... Il peut. Oui, mais surtout, je pense, moi, c'est que ça peut faire réagir, je dirais plus simplement. C'est-à-dire que ça peut faire réagir, ça peut interpeller. Et le documentaire laisse un espace pour moi de réflexion et est censé pour moi interpeller sur soit des choses ou alors des manières de voir qu'on n'a pas l'habitude de voir d'habitude. Et en ce sens-là, je crois que le plus intéressant d'un documentaire, ce n'est pas forcément justement d'apporter des réponses à quelque chose, mais véritablement de questionner celui qui va voir, de soulever et de lui dire qu'il y a peut-être même des questions qu'il ne s'est jamais posées de sa vie. Et si il sort de là en se disant j'ai de nouvelles questions, c'est pas qu'on change la société, c'est qu'on peut à mon avis modifier une certaine perception de quelqu'un sur quelque chose, mais ce qui entraînera peut-être après le changement sur une société. Et ça part pour moi d'un petit, voilà, c'est une petite fenêtre comme ça, une petite porte. On parlait avec le jury presse juste à l'instant de la diversité du cinéma français, de la formidable opportunité que l'on a de pouvoir financer tout type de films en France, ce qui n'est pas donné dans tous les pays, et notamment énormément de documentaires, sans passer forcément par la case télé, parce qu'il y a deux choix. Il y a soit on choisit de diffuser en télé ou au cinéma. C'est quelque chose auquel vous êtes plutôt sensible et heureux qu'on le puisse en France, ça ? Oui, bien sûr. Oui, on a de la chance d'être dans ce pays, ça je m'en rends bien compte. Qu'il y a beaucoup pour les premiers films, les documentaires, je sais pas, j'ai pas jamais fait de documentaire, mais je pense que c'est pareil. Et les gens aussi sont friands de films, donc il y a les deux, quoi. Le parcours, quand vous avez chacun d'entre vous travaillé à votre première œuvre, ça représente quoi ? C'est toujours un parcours assez laborieux ou il faut convaincre, il faut trouver des producteurs qui vont vous donner cette fenêtre, mais en même temps, une fois que vous avez trouvé les producteurs, vous avez une certaine liberté de création à partir de votre point de vue de départ. Mais ça rejoint votre question précédente, c'est que il y a une grande liberté pour les documentaires, et moi je me suis aperçu, je pense que toi Léa aussi, mais que sur nos films, on avait l'opportunité, on doit faire un film comme le mien qui a priori me paraissait très difficile moi à produire, et comme tout film, c'est un accouchement douloureux, un travail énorme, très angoissant, très prenant, mais j'ai été assez émerveillé de savoir que je pouvais faire un film comme celui-là, qu'il était produit dans des bonnes conditions, et puis qu'il avait appris une visibilité, comme n'importe quel film en fait. Et c'est là que je me suis dit quand même qu'on avait quand même de la chance de ce système-là, alors espérons qu'il soit préservé, mais voilà, et ça, et bien sûr, on a l'impression au niveau du documentaire, mais même au niveau de la créativité, de la fiction, je trouve que c'est quand même une grande chance. Ce jury, on va le rappeler, est composé ici à Valenciennes de Tina Baz également, de Malik Zidi, et il est présidé par Tony Gatliff. Ça s'est passé comment votre rencontre, et ça se passe comment ? On ne parle pas évidemment de vos échanges concernant les films, on n'a pas le droit, mais humainement, cette rencontre. C'est très intense, je trouve, parce qu'on est tous très différents et à la fois on arrive à justement discuter, échanger, se rencontrer vraiment, et du coup c'est intense, ouais, dans le bon sens du terme. Après, c'est vrai que même sans rentrer dans les discussions, ce qui est intéressant, c'est qu'on voit
qu'on n'a absolument pas les mêmes perceptions des films. On ne regarde pas les mêmes choses dans les documentaires. Et c'est vraiment du coup assez intéressant parce que ça complète. On commence à voir parce que maintenant il ne reste plus qu'un seul film à voir et on arrive à un point où on commence un petit peu à voir maintenant ce à quoi tous on est. Le prisme du regard de chacun. Qu'est-ce que nous on regarde, comment est-ce qu'on voit et on commence maintenant, voilà. Et je trouve aussi que finalement c'est une très belle manière de se rencontrer parce qu'on ne se connaissait pas d'avant en fait. Et on se rencontre à travers des films, à travers des documentaires. Et c'est une manière assez particulière de rencontrer quelqu'un en fait, puisqu'on est déjà dans un échange sur un sujet réel. Ça peut faire émerger des collaborations entre vous pour l'avenir ? Oh bah, ou peut-être, hein, ouais. Oh, ça, tout est possible, voilà, mais enfin, ouais. je vous rappelle qu'on ne se connaît que depuis 3 jours. Donc il faudrait qu'on se connaisse encore un peu plus. Là on commence et je vous avouerai qu'on est quand même très très focalisé. On parle que des films en fait. Non, t'exagères. On parle un petit peu de nous, mais enfin ce qui occupe beaucoup nos conversations, c'est quand même les films quoi. Oui. Et puis cette ville de Valenciennes, vous la découvrez, vous la connaissiez, chacun d'entre vous ? Non. Non. Moi non plus. J'étais jamais venu. On a un petit peu découvert. On a visité la bibliothèque. On n'a pas beaucoup de temps de faire du tourisme hein, quand même. Non, on a beaucoup de films par jour. On découvre la gastronomie. Lieux. Ah oui. Parce que alors, ce qui est génial, c'est que à chaque fois qu'on va déjeuner ou dîner, c'est un endroit différent. Par exemple, donc ça nous permet quand même finalement de faire un itinéraire touristique par les restaurants et c'est très agréable. Après la diversité des documentaires, la diversité gastronomique aussi du Valenciennois qui est tout aussi agréable. Vous aviez quelle image de cette ville de Valenciennes avant d'y arriver on sait souvent que le Nord est caricaturé quelquefois. J'en avais aucune. Vous en aviez aucune ? Mais moi non plus. Moi, je viens du Sud. C'est parti comme ça des régions en France parfois qu'on connaît mal et celle-là c'est vraiment une des régions que je connais le moins je crois après en France. Roubaix, Lille, voilà on voit à peu près mais non mais on a l'image mais Valenciennes je sais pas je me disais rien quoi. Et du coup c'est vraiment pas mal d'arriver dans une ville sans rien savoir. Et pour terminer de voir que on a un engouement de nombre de spectateurs dans les salles pour découvrir tout type de films, la grande diversité de sélection de ce festival de cinéma de Valenciennes, c'est quelque chose qui chacun d'entre vous enthousiasme, je suppose. Oui, complètement, oui. De voir des salles pleines et puis de voir des salles pleines de scolaires aussi, ça c'est toujours très agréable d'avoir plein de jeunes. C'est important justement dès le plus jeune âge de donner cette habitude d'aller dans les salles, surtout aujourd'hui peut-être. Ça, avec le développement des plateformes aussi, c'est un public. Les gens ont vraiment accès au cinéma, mais là oui, ils ont accès à la salle, quoi. Donc c'est une expérience peut-être que. Mais bon, je pense qu'ils vont quand même au ciné. Hein. Ils n'ont pas besoin de l'école, mais. Camille. C'est vrai qu'aussi vu la situation là qu'on a traversée pour le cinéma, tout ça, c'est très important parce que là il y a quand même une grande question qui se pose sur le retour dans les salles et comment ça se passe et qu'il y ait des festivals qui reprennent, qui marchent et qu'il y ait des gens, c'est très important, très très important. Chacun d'entre vous, vous nous l'avez dit, Léa Missus, vous travaillez sur un prochain film qui sortira alors d'ici sans doute quelques mois si vous êtes en montage. L'année prochaine il y a trop de films. L'année prochaine oui, vous préférez prendre un peu de recul. Et vous Camille Vidal-Naquet, vos prochains projets, lesquels sont-ils? Alors moi déjà je me repose un peu. Parce que là j'ai enchaîné quand même pas mal là, depuis quelques films quand même qui sont... Et oui je suis en train d'écrire là mon deuxième long métrage de fiction. Il est en écriture, je suis en pleine écriture là. Un petit peu interrompu là pour l'instant pendant un petit moment et je vais reprendre là d'ici on pourra donc l'écriture, ça veut dire qu'on en a pour aller dans 2 ans on pourra le découvrir parce que c'est un investissement toujours important pour un auteur-réalisateur. Mais l'écriture, c'est difficile d'estimer, hein, je trouve. Mais je suis quand même assez bien avancé là sur l'écriture, donc ça peut être très rapide ou poser d'autres problèmes qui sont un peu plus longs, donc j'aurais du mal à donner le. Mais chaque œuvre est le projet d'une vie au final. Je l'imagine comme ça, c'est mon point de vue, mais contredisez-moi, mais pour un réalisateur, c'est-à-dire que il y a un investissement. Parce que sinon. Excusez-moi. Donc chaque film est le projet d'une vie, c'est ça. Oui, c'est-à-dire que vous le portez durant quelques années. Hein.
Oui, voilà, mais moi je me dis justement pas que c'est le projet de ma vie parce que sinon c'est trop lourd à porter. Il vaut mieux se dire qu'il y en aura d'autres après et que c'est un puis qui attend le suivant, qui attendra le suivant. Oui, c'est ça. Oui, c'est ça, il vaut mieux se dire, c'est pas le film. Alors après, oui, c'est prenant et quand on est dedans, on se dit voilà que tout d'un coup, mais c'est vrai que c'est important de se dire c'est un film, c'est toujours une proposition. On propose quelque chose, on propose un regard. À un moment donné de ta vie. Exactement, et que c'est qu'une proposition et qu'il y en aura plein d'autres. Et donc voilà, c'est. Et on a hâte en tout cas de les découvrir et d'attendre aussi les délibérations du jury documentaire qui auront lieu demain soir dans le cadre de la soirée de clôture. C'est ça. Merci beaucoup Léa Missus. Merci beaucoup Camille Vidal-Naquet d'être venue sur le plateau du Centre Place d'Armes. Nous revenons tout de suite en direct depuis le Centre Place d'Armes pour le Club du Festival 2 Valenciennes. Le Club du Festival 2 Valenciennes, en direct du Centre Place d'Armes. Toujours en direct du Centre Place d'Armes ici à Valenciennes, c'est un grand plaisir de vous retrouver pour cette dernière partie de ce club du Festival de cinéma de Valenciennes. Et Adrien Baudreau, on refait le point avec vous sur le programme du jour, juste avant de retrouver notre invité fil rouge de l'émission, Pierre Filmon, aujourd'hui. Tout à fait, donc je suis revenu avec mon petit récap des séances et événements à venir ce soir et demain au Festival du film de Valenciennes, donc. L'événement le plus important arrive puisqu'il est à 19h30, donc dans 3 minutes, et c'est la soirée de gala en hommage à Pierre Arditi, invité d'honneur du festival qui a plus de 70 longs métrages à son actif. Dernière en date, Les choses humaines d'Yvan Attal. On peut citer Smoking No Smoking qui a valu à l'acteur de 76 ans le César du meilleur acteur 1994, mais aussi Mélo qui lui a permis d'obtenir sa première statuette de bronze en 1987, celle du meilleur second rôle masculin. 1987, une grande année pour Pierre Arditi. L'homme de théâtre qu'il est remporte cette année-là le Molière du comédien dans un second rôle pour son interprétation de héros dans La répétition ou L'amour puni. S'il compte tout autant de pièces que de films à son actif, Pierre Arditi est aussi une figure du petit écran et on a notamment pu le voir dans une fiction télé, Le Parfait Amour, qui lui a valu le 7 d'or du meilleur comédien, toujours en 1987. Une année marquée de récompenses donc pour l'acteur français, tout aussi populaire qu'éclectique, mis à l'honneur ce soir à 19h30. Cette soirée de gala sera suivie de la diffusion du film Rose, fiction en compétition réalisée par Aurélie Saada, avec Françoise Fabian, Grégory Montel, Damien Chapelle, Pascal Elbé et nul autre Coratica qui sera présente, tout comme la réalisatrice du film. On arrive à demain, journée chargée sur le festival puisqu'elle ne commencera pas avec une, mais 2 masterclass. La première pour parler cinéma d'un point de vue technique et notamment son, avec Brigitte Taillandier et Jean-Pierre Laforce. Donc Taillandier a travaillé sur 27 longs métrages parmi Au chocolat, Omar m'a tué, De battre mon cœur s'est arrêté ou encore Les Frères Sisters de Jacques Audiard qui lui a valu le César du meilleur son en 2019. César du meilleur son, Jean-Pierre Laforce en a reçu 2, le premier en 1998 pour On connaît la chanson d'Alain René et le second en 2012 pour L'exercice de l'État. À 10h, deuxième masterclass donc qui marquera le retour de Caroline Vignal, réalisatrice d'Antoinette dans les Cévennes, et Émilie Michelon, dresseur des ânes, ayant participé au film qui était déjà intervenu samedi pour une première masterclass. La journée se terminera par une soirée de clôture en l'honneur de Brigitte Taillandier et Jean-Pierre Laforce que j'évoquais à l'instant et sera suivie de la diffusion de Presque, film contant l'histoire de 2 hommes dans un corbillard qui vont faire connaissance sur la route du sud de la France. Bernard Campan et Alexandre Jolian, tous 2 réalisateurs du film, seront présents lors de la diffusion. Et je tiens à préciser que cérémonie de clôture ne signifie pas fin du festival, puisqu'il continue mercredi avec notamment la diffusion d'Entre deux trains de Pierre Filmon, à qui je laisse la parole, et à vous Jean. Et ça fait beaucoup de Pierre, tout ça. Pierre Arditi, Pierre Filmon, Pierre Rochefort. On va pouvoir parler effectivement d'Entre deux trains, qui est votre film, Pierre Filmon, que vous présentez ici au Festival de cinéma de Valenciennes. Ça fait longtemps que le film est prêt, je crois. Hein. Oui, effectivement, il a été découvert par Dominique Besnéard. Ça fait au Festival d'Angoulême. Au Festival d'Angoulême, exactement. Et puis le Covid est arrivé. Le film était programmé pour sortir en octobre dernier, puis en mars. Et puis maintenant, il sort le 10 novembre. Comment on vit cette période ? Du Covid, vous voulez dire ? Du Covid, de l'attente de la sortie du film après une première rencontre avec le public à Angoulême. Alors il y en a eu d'autres avant le Covid, puisque même on devait être au Festival de Valenciennes à l'édition précédente, et puis qui a été fauché en plein vol
le jour où devait être projeté le film. Alors je peux difficilement répondre à cette question dans le sens comment vit-on cette attente, parce que pour moi le Covid et le confinement n'a pas été une attente du tout, dans le sens où j'ai toujours plein de projets, plein de choses en route. Donc pour vous la faire brève, pour le premier confinement j'ai traduit un livre que je vais coéditer et qui sortira dans 1 an. Que dis-je, dans 6 mois maintenant. Lors du deuxième confinement, j'ai un peu déprimé, faut dire. Celui-là a été le plus dur des 3. Et le troisième, j'ai eu une chance énorme. Le film qui a fait sa carrière internationale est parti en Inde. Moi avec, j'ai eu beaucoup de chance et je suis resté 3 mois en Inde pour faire une tournée en Inde. Donc j'ai eu beaucoup de chance pendant ce confinement. Je suis rentré après. Et évidemment que, comme tout le monde, je l'ai vécu difficilement. Et cette attente a été longue. Mais parce que l'idée c'était que le film sorte au cinéma, donc on attendait ça en y croyant très fort. Et donc vous avez c'est une re-rencontre, ce film, on peut le dire de cette façon, entre ces deux personnages qui vont se croiser aux alentours d'une gare, puisque c'est pour ça que vous l'avez nommé Entre deux trains, et qui vont se retrouver puisqu'on va vite comprendre qu'ils ont eu une histoire importante ensemble. C'est ça. Le principe est très simple en fait. Ils ont eu cette histoire il y a 9 ans, c'est la préhistoire du film. Et quand le film commence, ils se retrouvent sur le quai de la gare. Et donc ils ont 1h20 de temps entre deux trains pour faire le point sur leur vie, leurs espoirs, leurs regrets, où ils en sont. Donc le film est tourné en temps réel, en plan séquence, c'est-à-dire que on suit les acteurs sur de longs plans, le plus long durant 12 minutes. Donc c'est un exercice d'acteur exceptionnel que ont fait Laetitia et Ido, que vous avez peut-être vu dans Fauda sur Netflix, et Pierre Rochefort, donc le fils de Jean-Nicole Garcia, qui sont exceptionnels dans le film. Donc oui, c'est un geste de cinéma qui s'est fait très très vite. On a tourné en 5 jours et qui a mis un temps considérable avant de présenter au public. Mais maintenant il est prêt, il n'y a plus qu'à le voir. Et d'ailleurs c'est assez osé, ce plan séquence du démarrage, ces 12 minutes dont vous venez de parler. C'est quelque chose que l'on voit rarement au cinéma. Parce que vous le dites, pour les acteurs c'est une véritable performance, mais aussi pour l'équipe technique, pour tout le monde. Pour tout le monde, effectivement. Alors, il s'agit pas non plus de faire de ce style-là un acte revendiqué, parce que le public, l'essentiel, c'est l'histoire, c'est ce que ça raconte, c'est les émotions. Donc, c'est ça qu'on a privilégié dans le film. Je raconte comment il est fabriqué, effectivement, mais alors, quand vous dites il y en a pas beaucoup, il y en a eu quand même pas mal avant moi. Le premier, on va dire, plus connu de l'histoire du cinéma, c'est le film d'Hitchcock en 48, La Corde. Et puis il y a d'autres films en long plan séquence. Et beaucoup de cinéastes aiment tourner en plan séquence parce que c'est un défi pour tout le monde, et créativement c'est très excitant de mettre en place un plan qui va durer, parce que ça nécessite une mise en place, une réflexion, une anticipation, une préparation très importante pour tout le monde, et c'est souvent très excitant pour les créateurs, plutôt que de faire un plan de 2 secondes, un plan de 3 secondes, un plan de 4 secondes, qui peut des fois un peu ennuyer sur ce processus un peu de hachoir, de tac 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 tac, ça bouge tout le temps, et tout d'un coup, et si on faisait toute la scène en un seul plan séquence. Donc Brian De Palma est très connu pour ses longs plans séquences, Théo Angelopoulos pareil. Magnifique. Voilà. Oui. Donc il y a beaucoup de cinéastes qui se sont frottés à cette technique-là, et même je pense à un des premiers aussi, Murnau, dans Le Dernier des Hommes, fait des longs plans séquences aussi en 1927. Donc beaucoup de gens l'ont fait avant moi, je me suis inspiré d'eux. C'est aussi une façon de leur rendre hommage à travers ce film. Et c'est aussi une façon pour le spectateur d'être encore plus proche de vos deux personnages, c'est ça l'idée pour vous ? Exactement. C'est aussi la particularité de ces plans séquences, c'est-à-dire qu'ils sont inclusifs, c'est-à-dire que on a le sentiment, quand on est un spectateur rivé dans son fauteuil, que ce qui est en train d'arriver a vraiment eu lieu. C'est-à-dire que ça dure. Et même si les gens ne le ressentent pas avec précision, qu'il n'y a pas de coupe, par exemple, ils le sentent intuitivement. Ça marche sur l'inconscient et ça dure. Donc on se dit, mais ça a vraiment eu lieu. Donc on y croit encore plus. Et si les acteurs sont bons, c'est encore plus inclusif. On y est vraiment avec eux, quoi. On le vit le moment avec eux. Et vous avez participé au débat tout à l'heure avec nos amis du Club de la Presse. Ouais. Ça a été un grand plaisir, Pierre Filmant. La diversité des cinémas français, on retrouve souvent dans cette diversité les thèmes des sentiments, de l'amour. C'était quelque chose qui s'est imposé à vous pour cette réalisation, pour ce Entre deux trains, celui d'explorer les sentiments entre ce couple qui se retrouve 9 ans après, je crois. C'est ça. C'est ça. Alors.
Oui, c'est-à-dire que c'est pas tout à fait comme ça que j'ai envisagé les choses. Je me suis pas dit est-ce que je vais faire un film social ou un film d'amour. C'est plutôt j'avais envie de partir de ce principe de et qu'est-ce qu'ils vivraient, qu'est-ce qu'ils auraient envie de vivre dans ce temps imparti qui leur file entre les doigts. C'est-à-dire c'est presque plus un film sur le temps qu'un film sur l'amour. C'est clairement pas un film social, hein, évidemment. Il y en a tellement de magnifiques en France que je me sentais pas de rajouter une pierre à l'édifice. Mais par contre, oui, sur ce rapport de couple, hein, c'est très simple. C'est juste deux personnes qui parlent pendant 1h20 dans des décors extraordinaires qui sont entre la gare d'Austerlitz, le jardin des plantes, la galerie de paléontologie, la ménagerie, les grandes serres et le café mort, qui sont des lieux très rarement filmés. Et j'avais envie de les mettre là et de me dire qu'est-ce qui va leur arriver, finalement, de les interroger sur ce temps-là. Parce que c'est un instant de vie, c'est vraiment dans leur vie, c'est un instant très bref, mais qui tout d'un coup va prendre toute son importance parce qu'on va le vivre avec eux. Parce que le temps peut être un ennemi de l'amour aussi. Alors je ne sais pas si c'est un ennemi de l'amour, le temps, mais en tout cas, il y a des moments où effectivement l'amour n'a presque pas tellement sa place. Quand on est dans l'urgence, on peut pas tout mélanger non plus. Donc ils sont dans cette urgence et ils sont néanmoins obligés d'affronter ça, alors que le train va partir et il faut quand même qu'ils l'affrontent parce que, alors évidemment que c'est une narration qui inclut un parti pris qui est de se dire aujourd'hui avec les portables c'est très facile de se retrouver avec Facebook où on retrouve tout le monde un peu n'importe où, n'importe quand, donc finalement c'est aussi un hommage au cinéma des années 60-70 où à l'époque il n'y avait pas d'internet, c'était beaucoup plus compliqué de se retrouver. Quand un train partait c'était une aventure, mais j'ai joué avec un peu cette forme-là parce que je trouve que le train fait toujours rêver en fait, c'est toujours l'ailleurs, c'est toujours... Donc jouer là-dessus dans un monde où avec les portables on peut se retrouver demain matin si on veut et je prends le prochain train et c'est pas... Mais j'avais envie de proposer ce moment volé entre deux. En même temps, vous avez choisi un certain nombre de difficultés. Celui d'être au milieu des trains, ce qui est sans doute pas simple. Il faut des autorisations, celle de la SNCF notamment. Et puis le jardin des plantes, qui est un lieu qui est ouvert normalement au public et qui a dû nécessiter là aussi un certain nombre d'autorisations. Vous le mettez magnifiquement en image, de toute façon. Vous avez raison, c'est-à-dire que c'était un des gros défis puisqu'on n'avait pas suffisamment d'argent pour privatiser les lieux. Il n'en était juste pas question. On ne pouvait pas fermer la gare d'Austerlitz, on ne pouvait pas fermer le jardin des plantes, c'était inenvisageable. Donc on a tourné au milieu des gens. Après, l'astuce a été de se dire à quel moment est-ce que c'est le plus favorable où il y a le moins de monde possible. Et alors je vous encourage à aller au jardin des plantes le dimanche après-midi à 16h, un jour de beau temps. C'est blindé de monde, c'est juste inenvisageable de tourner dans ces conditions-là. Nous on a tourné les matins de semaine et je vous encourage aussi à aller un mardi matin de novembre entre 9h et 11h, il n'y a pas grand monde dans le jardin des plantes étonnamment. Et autre chose qui a été finalement un hasard chanceux pour nous, c'est qu'aujourd'hui on est tous comme ça quand même, hein, dans notre vie. On regarde tous nos portables. Et les gens qui étaient dehors et qui étaient donc des risques potentiels d'arriver dans le cadre vers coucou, c'est fini. Ils sont sur leur portable. Ils s'occupaient pas tellement de nous. Et en plus, on n'avait pas tellement, on donnait pas tellement l'impression d'être une équipe professionnelle. On tournait avec un tout petit matériel. Les acteurs sont pas des gens sur lesquels on se retourne. C'est pas Marion Cotillard, c'est pas Jean Dujardin. Donc, on était tranquille au milieu des gens, à tourner sans trop d'accidents, de gens qui regardent la caméra. On a eu beaucoup de chance. Ça vous a offert une certaine souplesse du coup. On peut évoquer les seconds rôles. Il y a Ronald Gutmann et puis aussi Esteban qui est également extraordinaire, qui a toujours qui a son style, on va dire, le fils de Philippe Clair, un grand cinéaste, faut-il le dire aussi. Exactement. Et on ne l'oublie pas quand on voit Esteban dans un film, on ne l'oublie pas. C'est ce qui m'est arrivé, c'est-à-dire je l'ai vu dans de nombreux films français où il avait souvent un petit rôle et d'ailleurs j'espère qu'un jour il trouvera un premier rôle à la hauteur de son talent parce que c'est un jeune homme extrêmement talentueux et adorable dans la vie d'ailleurs. Et donc je l'avais repéré et je lui ai demandé tout simplement une apparition, un hommage. Et il m'a dit oui tout de suite. Alors ça, je dois dire que quand des acteurs sont prêts à partir sur un petit film, un film modeste, à faire une petite apparition et qu'ils arrivent avec leur bonne humeur sur le tournage, c'est un bonheur incroyable, quoi. On a beaucoup de chance. Depuis la réouverture des salles de cinéma, vous avez eu l'occasion de présenter Entre deux trains dans des festivals ou ça va être la première fois là du coup du retour?
en salle? Alors donc il y a eu j'ai eu l'impression d'avoir finalement tout le temps eu un contact avec la salle parce que en fonction des pays dans le monde, les salles n'étaient pas fermées au même moment. Donc le film a été au plus grand festival en Russie à Moscou, au plus grand festival en Chine à Shanghai, et à chaque fois j'avais des retours donc plutôt positifs. Donc le film a rencontré son public, pas forcément en France tout de suite, mais à l'international. Et aujourd'hui c'est la deuxième projection depuis la fin du confinement. Et je suis très heureux d'aller à la rencontre du public, donc j'encourage les gens à venir pour me rencontrer mercredi, voir le film et qu'on puisse débattre après. J'ai hâte d'avoir des retours des gens et de connaître leurs sentiments, savoir si ça les touche. Entre deux trains qui sortira dans les salles le 10 novembre, qui sera le moment, évidemment, vous serez comment le 10 novembre? Autour du 10 novembre, parce que c'est toujours un moment fatidique pour un réalisateur. Oui, absolument. Je serai très engagé, comme je le suis déjà dans la sortie du film, puisque la société que je dirige sort aussi le film, distribue le film. Donc je suis très engagé dans le rapport avec les journalistes, dans le marketing, la publicité, tout ça, pour que le film existe au moment T. Et puis après, c'est la vie du film, c'est-à-dire que c'est une question de désir. Si les gens ont envie d'aller voir le film, tant mieux, formidable. On fait tout pour qu'ils aillent le voir dans les meilleures conditions, dans le plus grand nombre de cinémas en France. Et après, on croise les doigts pour que les gens aient envie de venir voir celui-là plutôt qu'un autre. Eh ben, on souhaite à ce qu'il y ait un maximum de spectateurs pour découvrir Entre deux trains. Merci déjà Jean. Mercredi, hors compétition, ici au Gaumont Valenciennes, à 16h15, évidemment. Merci beaucoup Pierre Filmon. On avait le plaisir d'avoir à nos côtés un agitateur, Laurent Lasselin, un des agitateurs du Hainaut, une émission que vous allez retrouver très bientôt sur CNO. Ça vous inspire quoi tout ça, tout ce cinéma, Laurent Lasselin? Beaucoup de choses. Moi je pensais d'ailleurs à mon ami Pierre Courage qui est un ancien Valenciennois, parce que voilà, je sais pas si vous connaissez. Un peu de nom. Mais il y a eu des difficultés énormes aussi pour faire son film Un homme d'État. Et votre parcours, justement, ça me faisait penser à lui et toute cette difficulté. Même lui, il est arrivé à faire venir des noms connus dans son film, mais vraiment sans budget. Et c'est vraiment un super challenge. C'est toujours un challenge de passionné, celui que de vouloir... Tous les films sont difficiles à faire. Enfin, je ne connais pas un exemple de film où le réalisateur ou la réalisatrice se serait assis au fond d'un siège après en disant « ça a été très facile de faire ce film ». Alors il y a quand même quelques exceptions, des films qui sont faits très vite, plutôt facilement, on va dire, mais c'est toujours une implication, un travail pour le réalisateur qui est de l'ordre du défi. Il faut aimer ça pour faire ce métier-là. Et c'est jamais gagné, comme on disait plus tôt tout à l'heure. Il faut être très passionné pour faire ça. Ah oui, ça c'est une question de survie. Je l'ai rappelé donc Entre deux trains qui est présenté ce mercredi 29 septembre à 16h15 et vous animez également demain matin à 9h30 très tôt au Gaumont Valenciennes la masterclass avec Brigitte Taillandier et Jean-Pierre Laforce dont nous a parlé aussi Adrien Bonnereau tout à l'heure. Exactement, merci Jean. Merci à vous, merci beaucoup Pierre Filmon. On rend l'antenne, on se retrouve dès demain sur CNO et ici depuis le Centre Place d'Armes. Très bonne fin de journée à l'écoute de CNO.